Et j'appelle les modérateurs de la prochaine session, Dr Bernard Guérin et Dr Daniel Tallard. Et je pense que c'est Richard Villet qui va présenter notre premier orateur. Ma solution, c'est de donner le micro à M. Tallard, qui connaît très bien le premier orateur. Merci Bernard d'être là. Bernard Guérin, je dirais juste un mot, si tu permets, c'est que c'est un actif au niveau notamment de la Fondation de l'Académie de chirurgie, puisqu'il a pris en charge j'allais dire, pas l'enseignement, mais la diffusion du métier de chirurgien dans les écoles, et que régulièrement il intervient. Et je le remercie vraiment au nom de la Fondation pour son action très active dans ce domaine, puisque demain, je crois même qu'il sera à Vincennes, dans un lycée, pour expliquer ce que c'est que le métier de chirurgien. Et je t'en remercie vraiment pour la Fondation. Tu as oublié Élodie. Élodie, mais je la remercie sans arrêt, Élodie. Je ne sais pas où elle est, mais Élodie, c'est une perle. Bon, Élodie est la secrétaire de la Fondation. Sans Élodie, il n'y aurait pas de Fondation. Oui, d'abord, je tiens à remercier l'Académie de chirurgie de renouveler ces séances sur la chirurgie. Je n'emploierai plus le mot d'humanitaire, mais plutôt essentiel, car le mot d'humanitaire est devenu un petit peu péjoratif. Et comme vous le savez, depuis déjà à peu près 5-6 ans, compte tenu du contexte géopolitique, Covid, etc., les logiciels ont totalement changé. Alors, juste un petit mot sur l'Académie de chirurgie, la chirurgie solidaire. C'est en 2013 que l'Académie a commencé à s'intéresser, du moins sur la chirurgie solidaire et les ONG, avec la création de la section de chirurgie humanitaire. Et je voudrais rappeler que les 15 membres fondateurs, certains sont là, il y avait Jean-Pierre Lechaud, Philippe Marre, Jean-Luc Mouly, Alain Leduc, Claude Huguet, et on est extrêmement reconnaissant de cette première mise en route de la chirurgie solidaire à l'Académie de chirurgie. En 2017, il y a eu une pétition qui, à mon avis, n'a pas été dans les médias tellement valorisée sur le droit universel à la chirurgie. Je n'en dirai un petit mot tout à l'heure. En 2020, une des dernières réunions à l'Académie de chirurgie était sur la chirurgie essentielle, avec Jean-Pierre Lechaud, Gérard Pascal, François Pont, Xavier Poulicat et Richard Villet, qui a mis les premiers éléments de cette chirurgie un peu particulière. Puis, il n'y a pas eu d'autres réunions compte tenu du Covid. Et donc, c'est la première réunion que nous propose l'Académie de chirurgie. Et je pense, compte tenu de mon expérience, que l'Académie de chirurgie doit garder toute sa place dans la fédération un peu des ONG et de pouvoir réaliser notamment 1 ou 2 fois par an une réunion sur la chirurgie essentielle. Je vais donner la parole à Daniel Tallard qui va vous dire 2 mots sur l'association Chirurgie Solidaire qui a organisé cette réunion. Daniel. Merci Bernard. Oui, je rejoins ce que tu as dit, c'est-à-dire que nous sommes très heureux qu'après 4 ans de silence, on reprenne ces sessions de chirurgie humanitaire, même si le mot ne te plaît pas. Voilà. Et le chirurgie solidaire est un petit peu à l'origine de la réunion d'aujourd'hui. Certains d'entre vous la connaissent bien, ont même participé à des missions avec nous. Elle a été fondée il y a 20 ans par Claude Huguet et Xavier Pouliquin. Elle s'était donnée comme but quelque chose qui était absent du champ de l'humanitaire, c'est-à-dire la formation. Il y avait très peu d'associations humanitaires qui se donnaient pour but de former des médecins ou des infirmiers dans les pays en voie de développement.
Et nous avons été un petit peu les moteurs et les initiateurs de ce type de coopération. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, nous sommes allés former des médecins et des chirurgiens à la chirurgie dite essentielle, c'est-à-dire celle qui sauve des vies. Petit à petit, le bilan de ces 20 ans de chirurgie essentielle est en cours parce que nous allons fêter à la fin de l'année nos 20 ans d'existence, l'anniversaire des 20 ans de chirurgie solidaire. Et le glissement s'est fait tout doucement vers la célioscopie. Comme vous le verrez, il y a deux thèmes qui vont parler de la célioscopie parce que très naturellement, les hôpitaux des pays africains, des pays en voie de développement, se sont équipés. Les jeunes qui étaient venus dans les pays faire des stages dans nos pays ont eu envie chez eux de continuer la formation qu'ils avaient eue en France. Et ainsi, dans ces pays, à partir du moment où l'hôpital était équipé d'une colonne et qu'il y avait une volonté locale d'un ou de plusieurs membres de l'équipe, nous nous sommes rendus sur place et nous, depuis maintenant une dizaine d'années, nous avons formé des équipes à la célioscopie. Voilà, donc la réunion d'aujourd'hui, Bernard, je te laisse dire un mot simplement de des intervenants, peut-être avant que tu prennes la parole. Il y a cinq thèmes. La première, c'est Bernard Garin qui va en parler. C'est la définition de la chirurgie essentielle et l'état des lieux de la collaboration Nord-Sud. Je vais vous parler justement de ces 10 ans de formation de chirurgie célioscopique, expérience de chirurgie solidaire. François Lagautrière, qui est un membre actif de notre association et d'autres associations humanitaires, vous parlera aussi de l'avenir et les perspectives de la formation à la célioscopie, de la célioscopie en Afrique. Rémi Houdard, qui est un vieil ami, va vous parler, lui, d'une chirurgie solidaire, mais dans un autre domaine. C'est-à-dire, son expérience porte sur Madagascar avec une association extrêmement active où il participe à des missions dont il vous donnera le détail dans le cadre des médecins de l'océan Indien, une association qui s'appelle Médecins de l'océan Indien. Et en dernier, Juan Carlos Rivera nous parlera de son expérience de la chirurgie des malformations infantiles à Guayaquil, en Équateur. Voilà, donc je te laisse la parole. Bon, on va descendre d'un cran hein, par rapport à l'hépatectomie. Alors, quelle est la définition? La définition, elle a été donnée à l'Académie de chirurgie au mois de février 2020 de la chirurgie essentielle. Ce sont des gestes de sauvetage à la fois chirurgicaux et anesthésiques, réalisés dans des situations le plus souvent urgentes de mise en jeu du pronostic vital et ou fonctionnel, et le plus souvent dans un contexte de précarité. Alors, elle concerne surtout les soins obstétricaux, notamment la césarienne, les ruptures utérines, la grossesse extra-utérine, les urgences chirurgicales, la parotomie, hernie étranglée, occlusion péritonique, les traumatismes, notamment uniquement les fractures ouvertes. Et aussi la chirurgie courante, notamment hernie et hydrocèle. Vous savez que la hernie est dans les pays de nos amis africains extrêmement fréquente, plus d'un patient sur deux a une hernie, et c'est un drame chez ces patients qui vivent une fois sur deux de la culture, notamment, je prends l'exemple de la région en Côte d'Ivoire, qui est la région du cacao, et avoir une hernie, c'est un énorme problème, et je peux vous assurer qu'en général, il faut qu'ils arrivent à se faire opérer avant la saison des pluies, car au moment de la saison des pluies, lorsqu'ils ont une hernie étranglée, eh bien, la mortalité est très importante. Et la zone géographique la plus vulnérable, on en reparlera, c'est bien entendu l'Afrique subsaharienne. Alors, les objectifs de cette chirurgie, c'est faire face à la très grande pénurie de personnel soignant dans les pays à faible revenu, privant d'accès aux soins les plus vulnérables. Et nous verrons que cette pénurie de personnel soignant a plusieurs causes. Pérenniser l'offre de soins en formant des acteurs locaux. En formant des acteurs locaux, les logiciels ont changé. Actuellement, dans l'immense majorité, puisqu'on va parler essentiellement de l'Afrique, l'immense majorité des pays du continent africain forment leurs praticiens. Ils forment leurs chirurgiens, leurs anesthésistes, les infirmières, les sages-femmes,
Et malheureusement, ces praticiens, on ne les retrouve plus quasiment maintenant. Je vous expliquerai pourquoi dans les zones rurales, ou sinon, ils vont immigrer. On en dira un mot tout à l'heure. On est là un petit peu dans la géopolitique. Améliorer les pratiques des chirurgiens locaux qui pourront pérenniser ces formations. L'accès à la chirurgie est un droit humain universel nécessitant une action internationale. Je vais juste vous rappeler l'intitulé de la conférence de Alma Ata aux USA en 1978, qui était sur les soins de santé primaire. L'OMS, à l'époque, promettait l'accès pour tous en l'an 2000 d'un niveau sanitaire satisfaisant. L'OMS a bien réussi dans le paludisme, dans le sida, dans la tuberculose, mais la chirurgie a été un échec complet. C'est-à-dire qu'elle l'OMS ne s'est pas du tout investie sur la chirurgie dans tous ces pays-là. Alors, juste un rappel de chiffres que beaucoup d'entre vous connaissent, mais peut-être moins les jeunes. Je ne sais pas les... Ah ben oui, même plus, oui, excusez-moi. Oui, alors l'état des lieux. Non, pardon, avant. Voilà, l'état des lieux. Donc, c'est ce fameux article du Lancet en août 2015, qui était sur une enquête de 2014 à 2015 sur 110 pays, montrait que sur 56 millions de morts, 18 millions, même 17 millions étaient dus en déficit de soins chirurgicaux. Et vous savez que 90% des 400 000 décès maternels annuels seraient évités grâce à une intervention chirurgicale. C'est énorme. Par contre, si vous le comparez au sida, à la tuberculose et au paludisme, vous voyez que le nombre de morts est très largement inférieur par rapport à ces 17 millions de morts par déficit de soins chirurgicaux. 5 milliards d'hommes, dont 70% de la population mondiale, n'a pas d'accès à une chirurgie sûre et financièrement abordable. Et dans ces 5 milliards d'hommes, 93% se trouvent dans une région qui est l'Afrique subsaharienne. Ceux qui connaissent ces pays-là ont dû déjà le remarquer. Il y avait à l'époque 313 millions d'opérations par an dans le monde et uniquement 6,3% dans les pays les plus. Vous voyez l'extrême différence et notamment le problème de l'Afrique subsaharienne. On peut changer. Alors, la pénurie dans des personnels de santé en Afrique subsaharienne, elle est extrêmement profonde, elle est globale, elle est chronique, elle a des conséquences désastreuses. Un des principaux obstacles à la chirurgie essentielle, mais aussi à la médecine, mais la médecine est quand même mieux organisée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ces pays-là. Pour assurer 80% des soins essentiels, la densité de personnel de santé doit être supérieure à 2,5 pour 1000. En 2004, 36 pays sur 57 dans le monde n'atteignant pas ce chiffre sont des pays de l'Afrique subsaharienne. Et en 2030, il manquera près d'1 million de médecins en Afrique et on verra les raisons. Je vous donne l'exemple du Tchad, par exemple, et ça, c'est une statistique non pas du Lancet, mais de 2020, donc qui est récente. Le Tchad a 17 millions d'habitants. C'est un pays qui est à peu près 2 à 3 fois supérieur à la superficie de la France. 78% de la population vit en milieu rural. Il n'y a que 18 chirurgiens, 13 obstétriciens et 5 médecins anesthésistes. J'en ai eu confirmation en parlant avec le professeur Schwab il n'y a pas très longtemps sur son pays. Là, on va aller assez rapidement sur ces 3 cartes pour vous montrer, c'est la densité des médecins dans le monde en 2019. Donc, c'est récent, hein, ça fait 5 ans. Et vous voyez les colorations de cette densité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est essentiellement la quasi-totalité de l'Afrique, mais surtout l'Afrique subsaharienne. Diapo suivante. Ça, c'est la densité de pharmaciens. Elle se superpose à la densité des médecins. Diapo suivant. Et ça, c'est la densité du personnel infirmier et des sages-femmes. Et vous voyez, c'est la même coloration. On la retrouve aussi en Inde et un peu en Amérique du Sud. La diapo suivante. Diapo suivante. Là, on va accélérer un petit peu les choses. Alors, les causes de cette pénurie. Elles sont essentiellement de 2. L'exode rural
et l'émigration des personnels de santé, et notamment des médecins et des chirurgiens. Alors, l'exode rural, c'est un phénomène qui existait déjà, mais qui s'est considérablement aggravé, notamment avec la pandémie pendant 3-4 ans, pour plusieurs raisons, mais dont une raison que les gens ne sont peut-être pas au courant, c'est qu'il y a eu dans toute cette ruralité en Afrique une mortalité relativement même importante due au sida, due au Covid, pendant les 3 ans qui viennent de se passer, les 3 ans de Covid. Pourquoi? Parce que la moindre insuffisance respiratoire dans ces pays-là, il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas de possibilités thérapeutiques et il y a eu une grosse mortalité parmi le personnel infirmier, parmi le personnel médical, ce qui a entraîné une absence de volonté d'un certain nombre de praticiens d'aller travailler en zone rurale alors qu'ils sont formés maintenant dans ces pays-là. Les autres causes, la très forte croissance démographique, on en reparlera, la jeunesse de la population, elle va continuer à s'aggraver, enfin s'aggraver, c'est pas grave la jeunesse d'une population, mais à poser des problèmes sur la prise en charge de ces patients. Les obstacles financiers, il n'y a pas ou peu de couverture sociale, et ceux qui connaissent et ont l'habitude d'aller travailler dans ces pays-là, il y a une énorme différence entre certains pays où il y a une sécurité sociale, comme l'Éthiopie par exemple, ou le Cap-Vert, et d'autres pays où les patients payent tout, de la compresse jusqu'au pyjama, jusqu'au gaz pour faire de la célioscopie, etc. Le changement climatique, accès de plus en plus difficile aux structures de soins en saison des pluies. Et ça, je vous donne un exemple, par exemple, en République centrafricaine, que je connais bien. Lorsque j'ai travaillé là-bas pendant 1 an, il y a une trentaine, il y a 30 ans, on voyageait en Centrafrique de manière sans problème, en saison sèche, un peu plus difficilement en saison des pluies, tandis qu'actuellement, il est totalement impossible sur la quasi-totalité des routes secondaires ou tertiaires de la République centrafricaine, dès que la saison des pluies arrive, et en plus elle est beaucoup plus prolongée maintenant, tous ces centres de santé sont totalement isolés. Et en fait, les aléas géopolitiques, tout le monde est au courant que ces 3-4 dernières années, il y a quand même un changement dans les relations entre ces pays-là et une partie de l'Occident. La diapo suivante. Alors, l'exode rural. Dans plusieurs pays, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, Madagascar, Niger, Sénégal, plus de 50% des médecins habitent et travaillent dans la capitale, alors que 80% de la population vit en zone rurale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le diagnostic de 2019 dans le World Directory of Medical Schools. 5 ans après leur diplôme, dans ces pays-là en particulier, mais d'autres aussi, 72% des généralistes exercent en zone urbaine. 86% des spécialistes exercent en zone urbaine. 27,5% immigrent, 1,6% abandonnent. C'est énorme. Et ça, il y a 10 ans à peu près, c'était pas le cas, si vous voulez. Le Covid, les saisons de pluie qui se rallongent dans beaucoup de pays d'1 mois par rapport à ce qu'ils étaient avant. Donc les jeunes chirurgiens, les jeunes infirmières, les jeunes sages-femmes, etc., ne veulent plus travailler en zone rurale. La deuxième raison aussi, c'est le développement notamment des petites cliniques privées dans les capitales et dans les grands centres urbains. Les gens préfèrent travailler dans ces petites cliniques. Je vous signale qu'il y a quelques mois, à Abidjan, ils ont fermé 15 cliniques privées qui n'étaient pas du tout accréditées parce que les gens gagnent mieux leur vie, et sont plus en sécurité en allant travailler dans ces cliniques. Le diapo suivant. Alors, la deuxième cause après la zone rurale, c'est la migration des personnels de santé, et notamment des médecins et chirurgiens. Vous savez qu'en France, quand vous allez dans les hôpitaux, notamment en province, ils avaient je ne sais pas quelle est la proportion, mais moi, ce que je sais, c'est, connaissant bien le Congo, il y a 20 fois plus de chirurgiens du Congo-Brazzaville qui travaillent en France qu'au Congo-Brazzaville. Hein, et ce n'est pas du tout, je ne vous donnerai pas les noms, mais ce n'est pas du tout c'est vraiment une réalité. Alors,
Mai 2023, dans Le Monde Afrique, juste cette petite phrase qui laisse réfléchir, qui laisse beaucoup réfléchir. Tandis que les pays riches siphonnent les médecins africains, ils envoient en Afrique leurs praticiens via l'ONU et les ONG. Le mot de siphonnage est peut-être un petit peu exagéré, mais pas tant que ça. Les pays du Sud subventionnent les systèmes de santé des pays riches en expatriant nombre de médecins et chirurgiens formés chez eux. Cette phrase est tout à fait exacte. Je ne vais pas faire de jugement politique ou géopolitique, etc., mais c'est une réalité, et une réalité qui tente à s'aggraver. Je vous donnerai 2 ou 3 statistiques avant. Un tiers des praticiens camerounais, congolais et sénégalais formés dans leur pays exercent à l'étranger. Alors, ce n'est pas uniquement la France, puisque la France correspond à peu près à 16%, c'est notamment l'Afrique francophone pour des raisons d'histoire, de langue, etc. Mais dans 80% des cas, c'est les USA, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Donc, en gros, l'Occident. Diapo suivante. Là, c'est juste pour information par rapport à tous les pays sont à égalité, pas égalité, mais il y a une certaine disproportion sur le pourcentage des médecins de personnel infirmiers dans les pays d'Afrique francophone exerçant à l'étranger. Ça, c'est de 2020. Et vous voyez qu'il y a, par exemple, au Mali, 59% des médecins qui sont à l'étranger. Au Togo, 40%, un petit peu moins pour certains pays. On va passer à la diapo suivante. Alors, comment améliorer et ou organiser les collaborations Nord-Sud? Alors ça, c'est une phrase d'Alain Leduc qu'il a prononcée en 2016 lors d'une réunion. Le temps est venu où la chirurgie essentielle, notamment en terre africaine, doit être enseignée par les chirurgiens africains. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est à l'Afrique, c'est au pays de s'occuper initialement de la formation de la chirurgie essentielle. Dans le rapport du Lancet, plusieurs plans nationaux ont été mis en place dans certains pays. On va parler du Niger surtout, le Tchad, la Zambie, Tanzanie et Tionney, basés notamment sur ce qu'on appelle la délégation de tâches. Et cette option, on commence à la retrouver au Canada, aux États-Unis, et peut-être pourquoi pas un jour en France. Appliquée sous formes diverses avec des résultats contrastés, mais c'est le seul moyen d'assurer les soins essentiels de premier niveau et de qualité en zone rurale. Elle vise à former des médecins, des infirmiers, des sages-femmes à la chirurgie essentielle. Alors, je vais vous donner l'exemple du Niger, qui est absolument remarquable, puisque c'est un des premiers pays de l'Afrique subsaharienne à avoir organisé, à partir de 2005, la prise en charge, la formation de ce personnel à la chirurgie essentielle. Tout le monde connaît ici le professeur Rachid Sani, qui a mis au point ce programme avec le ministère de la Santé, bien entendu, et la faculté des sciences de la santé. C'est une formation de 12 mois, 3 mois de formation théorique et pratique dans les hôpitaux universitaires de Niamey et 9 mois de formation pratique dans les hôpitaux régionaux. Cette formation était essentiellement pour les médecins généralistes avec déjà de solides bases médicales et exerçant en zone rurale. Je vous donne la statistique que Richard Sani a publiée sur la statistique entre 2006 et 2010. Ils ont formé 157 médecins à la chirurgie essentielle et il y a eu à peu près 18 441 interventions dans 21 hôpitaux, 51 en urgence et 48 en chirurgie programmée. Où en est-on au Niger? Ça continue. J'ai eu Rachid Sani il n'y a pas très longtemps au téléphone, puisqu'il sera bien entendu invité au RCI au mois d'octobre. Il y a des difficultés, et notamment ce qu'il n'avait pas prévu, c'est des difficultés entre les médecins formés par ce mécanisme et les chirurgiens, par exemple, diplômés, les véritables chirurgiens, entre guillemets, diplômés à l'univers. Il y a une espèce de confrontation de diplômes. Ça se retrouve dans tous les pays et ça pose quand même un petit problème. Au Tchad, il y avait eu un programme au Tchad de formation qui avait été organisé lors d'une assemblée en 2020
à l'Académie de chirurgie, notamment avec l'aide de la chaîne de l'Espoir et du général Ponce, qui est actuellement au ministère, enfin pas au ministère, mais qui s'occupe de la santé des armées. Cette formation devait commencer en début 2021. Il y avait de très bonnes bases, mais tout a été arrêté à cause notamment de la crise du Covid. Et on verra si cette formation peut, avec l'aide du professeur Chouat, se remettre en place. Alors, je vous donne juste le principe de notre association Chirurgie Solidaire, notamment pour la chirurgie essentielle et la chirurgie essentielle. Alors, il faut savoir que la chirurgie essentielle, Chirurgie Solidaire, a fait des missions absolument extraordinaires, notamment au Cameroun dans les années 2010, 2020, etc. Dans le Nord Kivu, avec Jean-Pierre Lechaud, qui a fait un travail absolument fantastique. Mais les logiciels ont changé et on ne peut plus, quelles que soient les organisations, les ONG, aller dans ces pays-là et se permettre, sans l'autorité des facultés, sans l'autorité, etc., de faire ce travail. Par contre, nous pouvons encore, il y a une demande pour aider cette formation avec l'accord, bien entendu, des autorités locales, régionales ou nationales. Alors, la devise de la chirurgie solidaire, c'est former pour soigner, c'est-à-dire jamais de substitution, mais que de la formation. Nous avons, Chirurgie Solidaire a écrit des manuels absolument, je vous conseille, si vous avez envie de les lire, vous pouvez les retrouver sur Internet, des manuels absolument fantastiques sur cette chirurgie-là, et notamment le dernier, c'est la formation, notamment en célioscopie dans ces pays-là. L'équipe, c'est toujours un chirurgien, un anesthésiste et une infirmière de bloc opératoire. Il n'y a pas de chirurgie possible sans anesthésiste et sans infirmière de bloc opératoire, surtout en milieu précaire et dans ces hôpitaux régionaux. Les missions, toujours une mission d'exploration, elle est très importante, puis on essaye d'assurer 2 à 3 missions par an pendant 3 à 4 ans, de façon à qu'il y ait une continuité dans la formation et dans l'enseignement. Et notamment maintenant, c'est surtout la célioscopie qui est réalisée. Et une dernière mission d'évaluation à distance, tout ça avec les autorités locaux et surtout les praticiens locaux. Diapo suivante. Alors, juste un petit mot avant de conclure. Je pense qu'il faut juste dire un petit mot des nouvelles technologies, car ça, c'est un article du Monde Afrique de 2023, car ces nouvelles technologies vont sûrement permettre à ce continent et à d'autres pays de sauter certaines étapes de développement. C'est ce qu'on appelle le leapfrog ou saut de grenouille. Je vais vous donner un exemple de la célioscopie. On est une génération, la majorité d'entre nous, où nous avons appris la célioscopie, j'allais dire entre guillemets, en commençant au début de l'internat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque où on apprenait la célioscopie, on allait à Bully-les-Mines, on allait dans des endroits en province, et cette technique était considérée comme une technique par beaucoup de nos aînés, nos praticiens, comme criminels. Et vous aviez des services, notamment à Paris, et je m'en souviens, ce n'est pas du tout du baratin, où la célioscopie était interdite. Interdite. Ça a duré, disons, quelques années. Puis les choses se sont arrangées. Effectivement, il y a eu sûrement beaucoup d'accidents à l'époque lors de l'apprentissage de la célioscopie, mais je me souviens encore des stages qu'on allait faire à Bully-les-Mines où il y avait à peu près une quarantaine de chirurgiens, ce qui a fait la fortune de ce petit village qui se trouve dans le nord, dans les Hauts-de-France. Alors, en 1990, tandis que la célioscopie, lorsqu'on commence une formation en célioscopie, le Dr Talla vous en parlera, les Africains sont extrêmement enthousiastes. C'est le problème du matériel et le problème de la maintenance qui est le plus important, mais ils ne se posent pas
ils font ce qu'on appelle le saut de grenouille, hein, et ça, c'est le cas de plusieurs progrès. En 90, l'Afrique, c'était un véritable désert numérique. En 2023, il y a 515 millions d'usagers du téléphone portable et 90% du continent est couvert par la 3G, ce qui va bien entendu faciliter quand même l'apprentissage, avec notamment toutes ces techniques de diagnostic à distance, de suivi de traitement. Au Cameroun, il y a une application qui suit les grossesses, qui a été d'ailleurs mise au point par un Camerounais, c'est Happy Gift and Move, et ce qui permet au Cameroun, aux femmes africaines au Cameroun, avec leur portable, de consulter et leur grossesse par rapport à un centre hospitalier. Vous avez notamment l'apparition et le développement de l'échographie portable, hein, qui est vraiment un apport très important. Juste un petit mot sur le fils d'un de nos académiciens qui a mis au point un portable extrêmement efficace et surtout peu cher. Hein, c'est moins de 1 000 euros. Hein, c'est le fils de Duc de Frénois et je l'ai eu par Internet l'autre jour et il commence à diffuser cette technique avec ce nouvel appareil dans les pays, notamment en Afrique. On peut passer à la suivante. Là, on peut passer à la suivante, c'est la couverture du réseau. Alors, je veux finir, parce que je pense que je suis dans les temps, oui. Je veux finir ce petit exposé qui est un petit peu politique. Sur l'Afrique de l'espoir, on en prend ce que l'on voudra. Moi, personnellement, je suis assez plus optimiste que pessimiste. Il faut savoir, vous savez que lors du dernier, c'est 2024, hein, c'est très récent, on s'est aperçu que 5 pays d'Afrique seraient en 2050 les pays où le nombre de naissances sera supérieur à 2,1, qui est le taux de renouvellement des populations. Et on est là en 2050, la majorité des pays dans le monde d'ailleurs auront un nombre de naissances qui ne permettra pas le renouvellement de population. C'est un article qui vient de paraître en avril, en mi-mars, là, dans le monde. Donc, en 2050, il y aura 9,8 milliards de terriens, dont 1,3 milliard en Afrique. Je donne comme exemple le Nigeria. Le Nigeria, il y aura en 2050 410 millions d'habitants, soit une population supérieure aux USA. Ça laisse réfléchir. Et en 2100, 40% de l'humanité sera africaine. Donc, de deux choses l'une, ou ça passe, ou ça cassera, en étant extrêmement vulgaire. Je vais juste vous lire cette phrase de la première femme recteur de l'université au Sénégal, qui est dans Le Monde 2023, qui est qui j'espère est une phrase optimiste. Le docteur Gawatoulaye disait « L'Afrique, c'est un continent fait de diversité et de 1000 ressources », et c'est vrai. L'Afrique est en train de passer de la résilience à la production de richesse, car tous les mouvements dynamiques qui s'enclenchent dans divers domaines, notamment économiques, culture, numérique, nous autorisent l'espoir. Et je pense que c'est une réalité. Maintenant, on verra. C'est une Afrique positive, jeune et dynamique, qui me permet de percevoir et de définir l'Afrique comme le continent de demain. Je vous remercie. Merci Bernard pour cette intervention. Avant de passer la parole dans la salle, juste pour te dire que l'expérience de Rachid Sani, que tout le monde connaît ici, pourrait être transposable dans beaucoup de pays africains. Pour avoir essayé de mettre ça sur pied en Guinée-Conakry, je peux vous dire qu'il faut des conditions qui sont rarement remplies, c'est-à-dire la volonté d'un homme et derrière une volonté politique.
Et si on n'a pas ces deux conditions, la mayonnaise ne prend pas. Et bien on se rende compte que Guinée-Conakry, par exemple, il y a des endroits très isolés dans lesquels on aurait besoin d'infirmiers ou de médecins formés à la chirurgie de sauvetage, à la chirurgie essentielle, eh bien, ça ne se fait pas parce qu'on ne peut pas les former sur le modèle de celui du Niger. Voilà, donc c'est juste une petite un petit remarque. peu désespérant. Oui, juste une petite remarque. Ceux qui connaissent un petit peu le continent africain, il y a autant de modes par pays dans le continent africain, et dans chaque pays, il y a autant de modes voilà. Si vous le transposez à notre pays comme la France, vous voyez que c'est totalement incomparable. Et vous ne pouvez pas raisonner, si vous avez une bonne expérience dans un pays, si vous passez un an après dans un autre pays, les systèmes sont différents, les mentalités sont différentes. J'ai oublié de vous donner une statistique là sur le Maroc. Vous savez que le Maroc a actuellement un problème. Il y a d'énormes grèves dans les études de médecine et vous avez une fuite. Je crois que c'est un tiers des médecins marocains sont actuellement expatriés aux États-Unis, en France, etc. Et c'est une statistique absolument incroyable parce qu'on ne pensait pas qu'un pays comme le Maroc pouvait avoir autant de problèmes. Et je sais qu'actuellement, dans les facultés de médecine de Rabat, de Casablanca, etc., il y a des grèves. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que le sentiment qu'on a actuellement en Afrique, notamment contre le colonialisme français, contre la France actuelle, va gêner ou va ralentir cette coopération entre les ONG françaises, chirurgie solidaire, et les praticiens, les hôpitaux africains? Alors, excellente question. Je vais te répondre, mais ça c'est mon sentiment personnel. Je crois qu'il ne faut pas trop regarder les manifestations avec les drapeaux russes, chinois ou autres lorsqu'il y a eu les événements au Niger, etc. Moi, j'ai eu plusieurs fois Rachid Sani au téléphone. J'ai rencontré Chouad l'autre jour à l'Assemblée nationale. En dehors des capitales ou en dehors de ces manifestations qui sont ce qu'elles sont, etc., je pense que sur le plan médical, la France a une excellente réputation. Je vous rappelle que lors de la colonie, il y a eu quand même d'énormes bienfaits, si vous voulez, sur le plan sanitaire. Et l'Académie de chirurgie est connue et reconnue. Et je pense que justement, le fait que l'Académie de chirurgie recommence à s'occuper un peu des ONG, ça permet un peu de fédérer les ONG, d'avoir une attitude un petit peu commune et pas chacun travailler de son côté. Mais je ne pense pas. Regardez ce qui se passe au Sénégal, ce qui s'est passé au Sénégal. C'est pas une révolution de palais, c'est une élection démocratique. Il n'y a pas eu de drapeau anti dans les rues, il n'y a pas eu de manifestations lourdes. Et je pense qu'avec le temps, les choses vont sûrement se tasser. Je suis peut-être optimiste, hein, mais c'est le retour que j'ai, notamment lorsque j'ai au téléphone ou sur Internet des praticiens qui travaillent dans ces pays-là. On a vu Chouad l'autre jour. Chouad veut impérativement que l'on revienne, parce qu'il y avait, pendant la période de Covid, il y avait ce projet de la chaîne de l'espoir de l'Académie sur la formation en chirurgie essentielle. Il veut absolument que l'on revienne. Il veut absolument qu'on continue les formations de célioscopie. Donc, je suis plus optimiste que le sont les télévisions que l'on voit en France. Oui, Albert Claude Benamou. D'abord, je voudrais te féliciter pour ton optimisme, auquel je crois également, pour avoir partagé un certain nombre de missions, en particulier au Niger, à Niamey. Important de citer que notre collègue qui était en service à l'époque, il y a une dizaine d'années, au chef de service à la maternité de Niamey, me disait: Albert Claude, hein, quand tu penses que grâce à la coopération, quand tu peux apprendre à lire et à écrire à nos petites filles,
tu fais un travail énorme pour la prévention de ce que je dois traiter tous les jours, c'est-à-dire l'abus, les fistules vésico-vaginales, des choses comme ça qui sont malheureusement une des réalités africaines. Et il faut considérer que tout passe par la reculturation et l'acculturation de l'ensemble de la population. Donc la coopération francophone est essentielle dans cet axe-là. Et plus l'ensemble médico-chirurgical sera proactif dans ce sens, peut-être on agira contre ce qui se passe, que ce qui a été signalé, c'est-à-dire la volonté de se séparer de la patrie culturelle que beaucoup de Sénégalais reconnaissent, parce que la francophonie est née du Sénégal et de la volonté du président du Sénégal d'il y a un certain nombre d'années. Donc, mais je suis parfaitement en phase et ton optimisme rejoint mon optimisme. Je me permets cette réflexion. Mais oui, je me permets cette réflexion. Je suis exactement du même optimisme. Le problème est uniquement un problème d'argent, il faut avoir le courage de le dire. La France ne met plus l'argent. J'ai été moi-même à la restitution du Fonds national. Tu l'as très bien montré. Il y a la tuberculose, le sida, etc. La chirurgie, c'est plus, mais on ne donne aucun centime à la chirurgie. On donne tout pour les maladies transmissibles qui restent en Afrique, qui n'existent plus chez nous. Ça, c'est une première réflexion. Et deuxièmement, quand on va là-bas, moi, ce que je connais le mieux, c'est la République démocratique du Congo. L'argent, il vient d'ailleurs. Il vient de Russie, il vient de Chine, il vient pas de France. Parce que, mais pour moi, je n'ai rien à dire. Mais je dis, cet optimisme qu'on a, nous, ici, chirurgiens, je le partage totalement. Mais est-ce que la France et les instances françaises suivent notre optimisme pour donner de l'argent et les moyens? C'est un sujet de réflexion qu'ont même les ONG. Si tu veux. Alors, je pense qu'ils donneront mieux l'argent. Mieux. Je vous donne juste, si j'ai le temps, juste un petit exemple. Nous sommes allés avec Gilles Parmentier il y a 2 ans faire une mission d'exploration en Côte d'Ivoire, à Giglio, qui est à 400 km d'Abidjan, et avec des chirurgiens très, très motivés. Ils étaient parfaitement contents. Alors, il faut savoir que dans ces pays-là, maintenant, il y a beaucoup d'ONG locales qui organisent un petit peu et ça peut poser parfois un problème. J'étais en train de parler avec un chirurgien, le chirurgien responsable, après une réunion de Giglio, et on parlait de robots, etc. Et il me dit, oui, écoute Bernard, nous, à Abidjan, là, actuellement, on a commencé les prostatectomies sous robot, il y a un robot qui a été installé, etc. Et tout d'un coup, j'entends des hurlements dans la cour de cet hôpital de Giglio, et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Il m'a dit, écoute Bernard, je suis désolé que tu assistes à ça, ce sont 2 femmes qui sont mortes, qui viennent d'Obloquin, je crois, c'est voilà, d'un endroit à 60 km de Giglio, 2 femmes qui viennent de mourir, l'une d'une grossesse extra-utérine et l'autre d'une rupture utérine. Elles habitent Borbloquin et elles n'ont pas eu le temps de venir, c'était le début de la saison des pluies, et elles n'ont pas eu le temps de venir se faire opérer à Giglio. Alors on a été dans cet hôpital, et cet hôpital, on a assisté aux consultations des médecins, parfaitement nickel sur le plan du paludisme. Ils avaient des listes des gens qui étaient sida, ils avaient les médicaments, etc. Et on lui a demandé de visiter le bloc opératoire. Et quelle a été notre sidération? Il y avait un bloc opératoire quasi neuf, avec un matériel, entre guillemets, presque neuf, tout sous-bâché, colonne, matériel d'anesthésie, insufflateur, Gilles, si je me trompe, tout à fait neuf, etc. Et je dis, mais on peut rencontrer le chirurgien? Ah, mais il n'y a pas de chirurgien depuis 6 ans. Depuis 6 ans, il n'y a pas de chirurgien. Mais je dis, mais attendez, ce matériel-là, il vient d'où, etc. Ah ben, c'est l'Agence française du développement qui nous a envoyé un chèque, etc., pour acheter ce matériel il y a 6 ans. Voilà, personne n'était venu dans cet hôpital. Voilà, c'est caricatural. Je voulais vous la rencontrer parce que c'est du vécu, mais c'est absolument incroyable. Donc, je pense qu'une meilleure organisation des dons, etc., peut peut-être améliorer les choses. Merci Bernard. Il y a certaines personnes en visioconférence et M. Nakamura avait une question à poser.
Bonjour, bonjour. Nous savons que le Brésil est un pays très grand. Si on compare avec l'Afrique, nous savons que l'Afrique, surtout les pays subsahariens, du Sahara en bas, au Brésil, nous pouvions comparer le Brésil du Nord, avec beaucoup de problèmes comme le paludisme et beaucoup d'autres choses. J'ai regardé une vidéo il y a déjà 4 ans de l'Académie nationale de chirurgie française. Cette info dit que la carence énorme de soins chirurgicaux de soins est responsable de la majorité de la mortalité beaucoup plus grande. Cette mortalité, si on compare le sida, la tuberculose, le paludisme et d'autres, peut-être relacionné avec la vaccination ou pas de vaccination, par exemple. Comment pouvez-vous faire cette comparaison avec la carence de soins chirurgicaux? Est-ce que c'est très important parce que la même statistique, il y a déjà 4 ans, c'est peut-être la même statistique de les chiffres de atelier que vous nous avez montré. La question, je n'ai pas tout à fait compris. Oui. La question, la c'est de savoir si la carence de soins chirurgicaux est responsable vraiment de la grande mortalité pour n'avoir des choses pour les chirurgies, pour surtout les pays africains subsahariens. Ah oui, la carence chirurgicale qui est due en grande partie à l'immigration des zones rurales et à l'immigration à l'étranger est responsable d'une grande partie des décès et des soins primaires. Hein. L'absence de possibilité de césarienne en saison des pluies dans la majorité des pays de l'Afrique subsaharienne est un véritable désastre. Hein. Oui, oui. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la comparaison ici au Brésil, Oui. parce que nous avions ce type de problème il y a déjà longtemps, mais maintenant, nous avons la possibilité d'envoyer les patients pour la grande capitale, par exemple, l'Amazonas, à Manaus, à São Paulo. Ils ont beaucoup de possibilités avec beaucoup plus de développement de ce type de soins. Oui, mais je ne sais pas si le système routier au Brésil est le même, je ne connais pas le Brésil, est le même qu'en Afrique subsaharienne et dans d'autres pays africains, mais je peux vous assurer que depuis 3-4 ans, la saison des pluies a été prolongée d'un mois, plus d'un mois dans ces pays-là, et c'est une véritable catastrophe sur le plan du transfert des patients. Hein. Je vous remercie pour cette intervention. Il y a le professeur Choua qui est le professeur Choua. du Tchad, oui, de Djamena. Oui. J'ai quelques difficultés avec l'audio. Je tiens à féliciter le docteur Garin pour sa présentation et je partage vraiment tous ses propos. Moi, je voudrais apporter un témoignage parce que nous avons eu à collaborer à N'Djamena avec l'association Chirurgie Solidaire. Donc, j'en profite aussi pour féliciter Monsieur Tallard, docteur Tallard et docteur Jean Mouli qui a été le précurseur en 2017. Ils nous ont formés par compagnonnage avec 4 missions qui ont permis d'avoir actuellement dans notre hôpital une équipe dédiée à la celluliochirurgie et avec la contribution chaque fois en équipe d'un chirurgien, d'un anesthésiste expérimenté, d'un cadre de bloc opératoire. Et nous avons été formés par chacun de ces spécialistes par compagnonnage et par secteur. Et vraiment, nous avons rendu possible, et c'est une réalité, la pratique de la celluliochirurgie dans notre hôpital actuellement. Et nous espérons pouvoir partager aussi notre expérience au cours des RICF. Je vais aborder, cher ami, je vais aborder le sujet tout à l'heure
Donc, vous aurez l'occasion d'intervenir de nouveau à propos de la cellio. Je crois Très qu'on bien. a terminé pour ce sujet. Très bien. Pour la formation en chirurgie essentielle, comme elle a été mise sur pied à Niamey, nous avons beaucoup bénéficié du coaching aussi du professeur Sani. Donc, nous avons avec Chirurgie Solidaire et le général Ponce mis sur pied un comité pédagogique. Il y avait toute l'organisation, mais le Covid est venu saper un peu la chose. Mais cette formation de chirurgie essentielle est vraiment importante pour nous parce que dans notre réalité, les distances sont extrêmement longues. Le Tchad, comme vous l'avez rappelé, c'est 2,5 fois la France. Les distances et les routes sont très compliquées. C'est un projet auquel nous croyons beaucoup parce que nous l'avons déjà fait à petite échelle, ça donne des résultats, ça permet de démocratiser un peu la santé parce que ça permet de soigner les gens au plus près de chez eux. Comme vous avez vu, 78-80% de la population est rurale, ils sont obligés de faire 500 km, 600 km, des fois pour des situations qui pourraient trouver une solution au plus près de chez eux. Voilà. Merci beaucoup. Tout à fait. Rejoins ce que vous dites concernant la ruralité de la population et des difficultés que cela peut représenter pour le système de soins. Donc, on va clore la session questions qui a été très nombreuse. On a un petit peu débordé le timing et on a vraiment plaisir à écouter maintenant le bilan de 10 ans de formation à la chirurgie cœlioscopique dans les pays africains. Expérience de chirurgie solidaire, Dr Daniel Tallard.